Vous êtes l'envoyé spécial de l'UA ici au Burkina Faso. Et depuis presque 10 jours, la situation ne se décante pas au niveau des discussions. Vous en êtes où? Non, elle se décante peu à peu quand même. On a franchi beaucoup d'étapes et nous en sommes aujourd'hui à une concertation qui se fait au niveau de nos frères burkinabés eux-mêmes, au niveau de la société civile, des partis politiques et aussi des militaires. Bon, c'est la dernière étape avant un consensus. Et nous, médiateurs, nous attendons les résultats de cette concertation qui a pris toute la journée. Nous verrons les points sur lesquels il y a encore des divergences, parce qu'en réalité, il y a des papiers qui ont été échangés ces derniers temps, une charte de transition, d'abord une proposition de l'armée, suivie d'une charte de la transition élaborée par les forces vives de la nation, revue par l'armée qui a fait des contre-propositions. Ces contre-propositions sont mises dans le dossier et font l'objet des discussions qui ont pris toute cette journée. Donc on avance quand même. On n'est pas trop pessimiste, on verra bien. Mais visiblement, l'ensemble des acteurs, l'armée, les partis politiques, les organisations de la société civile ne sont pas sur la même longueur d'onde. Même s'ils se sont entendus sur le profil du civil qui doit occuper la tête de la transition, l'organe législatif cause problème. Oui, on nous a dit ça. On n'est pas censé savoir d'ailleurs à l'heure qu'il est. Mais on sait par les uns et les autres que la situation de l'organe législatif pose problème. À ce stade, il convient de dire réellement qu'il y a eu d'abord l'idée de créer un véritable parlement de la transition. Bon, avec d'autres institutions. Tout cela a été trouvé un peu lourd pour une transition qui ne saurait excéder 1 an. Sans vous mentir, moi-même, je l'ai dit chez vos confrères de RFI, j'ai trouvé que c'était quand même un peu trop fourni et qu'on pouvait alléger. La réalité, c'est que dans le projet fait plus tard par les militaires, on a procédé à des allègements qui sont, à mon avis, reconnus par les gens comme peut-être faisables. Maintenant reste le problème de l'organe de la transition qui s'occuperait du secteur législatif. La thèse qu'on nous avait développée avant que nous suspendions les séances, que nous laissions travailler les Burkinabés eux-mêmes, c'était qu'il s'agirait d'un organe consultatif et non pas législatif. Mais le problème, c'est que le document qui était alors sur la table prévoyait que ce soit un militaire qui préside cet organe. Bon, tout ça va faire l'objet de discussions et l'objet de marchandage. On verra bien quelle est la solution finale qui sera retenue. Mais moi, je crois que nous trouverons des idées pour essayer de régler cette difficulté. Est-ce que l'UA, au stade où nous en sommes, peut prendre le risque de sanctionner le Burkina Faso si jamais les choses n'allaient pas dans le bon sens? J'ai dit hier que l'UA était mère et éducatrice, mater et magistrat. Ça a fait sourire le cardinal, cette référence à une encyclique célèbre de l'Église catholique. Elle est mère et éducatrice. Elle est mère, et en tant que mère, ne peut pas extirper le Burkina de son sein. Mais en même temps, elle est éducatrice parce que ce qui se passe est quelque chose qui correspond à une norme internationale définie par l'Union africaine qui a ses règles et qui, même la mort d'un âme, serait amenée à prendre une sanction si d'aventure nous ne respections pas les délais et si nous ne respections pas les normes, à savoir qu'il faut un retour à l'ordre constitutionnel,
à travers un gouvernement transitoire dirigé par un civil. Alors, il y a deux organisations principalement qui interviennent ici au Burkina, la CEDEAO et l'UA. Est-ce que vous coordonnez vos interventions? De façon permanente. Il y a même les Nations Unies. Les Nations Unies sont représentées par M. Chambas, que vous connaissez bien. Et la CEDEAO a même nommé un envoyé spécial en la personne de mon cher ami professeur Ibrahima Fall du Sénégal, que vous connaissez aussi sans doute. Mais il y a une concertation permanente et les actions sont communes. Chacun garde sa spécificité. La CEDEAO cherche à faire en sorte que l'Union africaine ne soit pas embarrassée, parce que si l'Union africaine était embarrassée, elle prendrait des mesures qui ne seraient pas favorables au Burkina et qui risquent de saper les efforts que la CEDEAO a fait jusqu'ici. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir de ce pays? De ce pays qui s'appelle le Burkina Faso? Oui. Bien sûr. Bien sûr, parce que je pense que les Burkinabés sont en train de traverser une phase qu'on connaît bien dans l'histoire des peuples, une phase révolutionnaire où les passions sont un peu exacerbées, où les anciens dirigeants sont voués aux gémonies. On a assisté ici à des incidents qui ont été difficiles à supporter, mais qui montrent bien que les gens sont déterminés à ne pas se laisser, comme ils disent eux-mêmes, voler leur victoire. Et s'ils ne veulent pas que leur victoire leur soit volée, il importe qu'ils fassent vite. Il importe parce que tout le temps qui sera laissé à des incertitudes, à des tricotages et à des allers-retours ferait le jeu de tous ceux qui peut-être ne souhaitent pas la victoire de ceux qui ont gagné. Nous avons rencontré plusieurs acteurs de la société civile. Ils estiment que l'UA aurait pu agir en amont en rappelant à Blaise Compaoré les principes de la charte de l'UA ou de la non-modification des constitutions. Et qu'ils ont l'impression que vous intervenez comme les médecins après la mort. Non, d'abord, il n'y a pas de mort. Le cadavre n'est pas encore un cadavre. Le Burkina est encore tout chaud et tout vivant. Donc, il n'y a pas de mort, on n'intervient pas comme un médecin après la mort. J'ai eu l'occasion de faire une petite leçon d'histoire africaine contemporaine à la société civile lorsqu'on les avait reçus. Et je leur ai dit ceci. Vous savez, ce que l'Union africaine fait, la façon dont elle est constituée et la façon dont elle est dirigée, vous ne saurez jamais si elle est intervenue auprès de M. Compaoré ou pas. Et à ma grande satisfaction, en parenthèse, au sommet de la CEDEAO à Accra, nous avons entendu plusieurs chefs d'État, et non des moindres, dire tous les efforts qu'ils ont fait pour convaincre celui qui vient de partir de ne pas s'engager dans cette voie qui leur paraissait une voie dangereuse. Donc, il y a 36 000 façons d'intervenir auprès de quelqu'un. La société civile ne sait pas. La prévention, le système de la prévention des conflits pêche toujours à ce côté-là. On n'est pas en mesure, très souvent, de dire tout haut ce que l'on fait. On est obligé de garder le silence, alors qu'on a fait beaucoup. Les acteurs ne le savent pas et sont prompts ensuite à dire voilà, quand nous étions dans la difficulté, on ne vous a pas vu, maintenant vous venez. C'est toujours notre responsabilité en tant que UA d'intervenir, même a posteriori, pour rétablir une situation qui risque de s'enliser. Est-ce que ce que nos compatriotes viennent de faire au Burkina
pourrait peut-être amener l'Union africaine, puisque vous avouez qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour permettre à ramener le président déchu à la raison. Mais si on n'a pas pu obtenir cette raison, c'est que peut-être les efforts n'ont pas été faits de la manière dont elles devaient être faites pour obtenir un résultat probant, pour éviter tous les drames que nous avons vécu ces derniers jours. Est-ce que, partant de cette expérience du Burkina, il y a d'autres pays en Afrique qui sont également hantés par le même syndrome? Est-ce que l'UA va être maintenant beaucoup plus ferme dans ses approches, dans ses conseils, pour que de telles situations ne se reproduisent plus, pour pouvoir anticiper? J'ai dit aux jeunes de la société civile, quand je les ai rencontrés, qu'il se pourrait qu'ils aient la chance de voir, peut-être que moi je n'aurais pas cette chance, qu'il se pourrait qu'eux aient la chance de voir une UA décidant du nombre de mandats que chaque État doit mettre dans sa constitution. Ça, c'est pas du tout impossible. Et je vais rappeler aux jeunes que aujourd'hui, ce qu'on appelle la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été arrachée de haute lutte. À 3 h du matin, en 1981, à Nairobi, j'étais secrétaire général. Il nous a fallu 2 ans de dur combat pour arriver à fabriquer cette charte. Entre ceux qui voulaient saboter, ceux qui ne voulaient pas en entendre parler, on a fini quand même par avoir cela. Et tout récemment, toujours dans l'histoire de l'Union africaine, on a vu une charte sur la démocratie, les élections, qui est une charte qui a des normes et qui est un progrès immense par rapport à ce qu'on a connu. Mais de même, le travail, je pense que le travail normatif de l'Union africaine n'est pas terminé et que probablement on se dirigera vers des solutions de nature à apaiser les populations par la fixation d'un nombre de mandats à ne pas dépasser dans les différents pays et dans les différentes constitutions. C'est possible, c'est tout à fait possible. Moi, je ne désespère jamais du continent africain. C'est quand on pense que tout va mal dans le continent africain qu'on se retrouve un beau jour avec des choses qui vous étonnent et qui vous surprennent. Donc, je ne désespère pas. Ce qui s'est passé au Burkina, tout le monde va devoir en tirer des leçons. Tout le monde, les États membres de l'Union africaine, l'Union africaine elle-même. On avait déjà vu les prémices de tout cela dans le printemps dit arabe. Et ce printemps dit arabe a finalement accouché de solutions définitives, variées et diverses. Mais il n'est pas dit que sur cette partie subsaharienne du continent ne commence pas une nouvelle étape, une nouvelle période où les choses seront moins figées, les choses seront plus ouvertes. Tout cela est possible. Il faut surtout avoir à l'esprit qu'il y a une évolution naturelle des choses et ne pas se décourager parce qu'on n'arrive pas à résoudre un problème du jour au lendemain. Question. Excellence, par rapport à la transition, on a tous l'impression que ça traîne un peu. Et on a aussi l'impression que plus ça prend du temps, plus on aura du mal à reprendre le pouvoir des mains des militaires. Et pourtant, on a bien l'impression aussi que c'est eux qui font traîner. Parce que ça fait la deuxième rencontre qui a été plus ou moins capotée du fait de l'armée. Je ne suis pas persuadé que l'armée fait traîner les choses, parce que l'armée nous dit qu'il faut aller vite. Et ce n'est pas en une circonstance, mais en plusieurs circonstances. Nous avons vu les responsables qui souhaitent que les choses aillent vite.
parce que eux aussi craignent des dérapages. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est à cause de l'armée que les choses traînent. Je pense que tout le monde est plus ou moins cambré sur des positions. Il faut arriver à mettre de l'huile dans tous ces rouages et trouver une solution. Nous les médiateurs, notre imagination est toujours fertile et nous sommes armés pour trouver, suggérer des solutions qui peuvent faire lever tous les obstacles. Justement, qu'est-ce que vous comptez faire éventuellement dans les heures qui vont suivre? Je ne peux pas vous le dire. Quand je verrai le texte qui sort de cette concertation de toute la journée aujourd'hui, à ce moment-là, nous verrons quelles sont les solutions possibles à imaginer. Mais pas avant que je n'ai les textes sous les yeux. Excellence, merci. Je vous en prie. Merci.